que ça aurait été plus poussé, je dirais pas plus travaillé parce que je peux pas dire du tout que c'est une histoire bâclée, loin de là. J'aurais préféré qu'on se concentre sur ces deux. Et donc ça va bien au-delà de son rôle de femme mariée à son cousin qui doit se taire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vous ai dit qu'on allait en manger ces prochaines semaines et on démarre dès maintenant. Petit aparté. BookBeat est une application de livres audio où vous allez pouvoir profiter de plus de 900 000 titres. Il y a quand même un petit peu d'e-book. Vous avez des titres à la fois en français et également dans d'autres langues. Je pense à ceux qui cherchent des titres en anglais. Vous en avez pas mal sur l'application. Vous pouvez rechercher les livres par catégorie, donc genre littéraire, de la non-fiction, de la fantasy, de la romance, du développement personnel, science-fiction, classique, etc. Tous les genres y sont. L'application fonctionne par système d'abonnement. Vous avez deux types d'abonnements, un classique et un second premium. Le classique vous donne accès à 20 heures d'écoute de livres audio. Les e-books qui sont disponibles sur l'application sont en illimité. L'abonnement premium, lui, vous donne accès à 50 heures d'écoute par mois et ça peut complètement être un compte que vous avez à plusieurs. Je vous ai fait une sélection de livres audio que j'ai écoutés, de titres que je connais ou certains qui me donnent très envie. Comme ça vous donne un aperçu. Ça fait presque un an que je découvre l'application, j'attendais de voir que le catalogue s'étoffe et c'est le cas depuis le début de l'année. Clairement, il y a eu un travail de dingue sur ce catalogue et ça fait plaisir à voir. En ce moment, il y a une offre spéciale au lieu des 60 jours offerts. BookBeat vous propose 90 jours qui sont valables jusqu'à cette date. Le lien pour profiter de l'offre est comme je le disais en barre de description. Merci beaucoup pour ceux qui iront jeter un œil. Et aux autres quand même, je suis polie. Il est sympa le montage, non ? Je m'auto-jette des fleurs. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Blackwater de Michael McDowell. C'est publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est un ouvrage qui date des années 1800, je crois. Non, 1900, je suis en train de dire une bêtise. 1983, 1800, beaucoup trop tôt. Et qui a été republié, je crois, il y a 1 ou 2 ans. En tout cas, ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont ressorti. Ils ont fait vraiment un très très bel ouvrage, vraiment. C'est toute une série. Donc j'ai lu le premier tome à la base des bases. Ça devait être un vlog que j'ai fini. Ça sort complètement de mon genre de lecture et c'était suite à une story Instagram où je vous demandais de me choisir une lecture en particulier et vous avez choisi celui-ci. On a la ville de Perdido qui est en train de se faire submerger par les eaux de la rivière et donc il y a eu une très grosse montée des crues. Pour vous situer, Perdido c'est une ville dans le sud de l'Alabama parce qu'avant je vous avoue je sais pas où c'était et l'histoire va se centrer autour de la famille des Casquets. Et ce qui est très pratique, c'est qu'au début du livre ça m'a pas mal aidé. On a un arbre généalogique qui est aussi un plan avec du coup toute la famille Casquet, du moins pour le début de l'histoire. Suite à cette montée des eaux, ils essayent de sauver un petit peu ce qui peut être sauvé. Ils vont secourir les personnes qui doivent être secourues, etc. Et là, il va y avoir une femme qui est dans une chambre d'un hôtel qu'ils ont déjà vérifié, vidé, normalement RAS. Sauf qu'elle est toujours là-bas. Et du coup, en passant avec leur barque, Oscar va voir cette femme et va la secourir. Elle va donc monter dans la barque, etc. On va aller chercher ses affaires, d'ailleurs il y a toute une histoire avec ces fameuses affaires. Cette femme s'appelle Elinor et Marie-Love, la mère d'Oscar du coup, la matriarche de la famille Casquet, ne sent pas du tout cette femme. Pour elle il y a quelque chose de bizarre qui se cache derrière et au fur et à mesure du livre on va voir effectivement qu'il y a des choses bizarres. Au début j'ai démarré le livre sans vraiment trop me poser de questions, je ne savais pas si c'était un rythme plutôt soutenu, quelque chose d'assez lent, même à quelle personne allait être la narration, etc. J'étais vraiment lancée dans cette lecture à l'aveugle, même si je savais que c'est un livre qui a quand même une très très bonne renommée. Le rythme est très lent, tout le tome. Après, on est quand même, et c'est un poche, pour le coup, sur un petit livre, il fait 250 pages pour un poche, ça va. On est sur un peu plus d'une année où ça se passe. La fin de l'histoire, j'étais vraiment en mode effectivement, c'est hyper glauque. Effectivement, il y a d'autres choses qui vont se passer. On va suivre d'autres personnages par la suite. C'était un premier tome très introductif, très énigmatique. Je sais pas réellement comment le placer. Est-ce que, vu qu'il y a des éléments surnaturels dans cette histoire, ouais, il y a un peu ce truc d'enquête, mais je peux pas dire que c'est un thriller. Il y a des scènes vraiment qui sont assez glaçantes qui se passent et qui m'ont un peu vraiment fait stressée à la lecture pour certains des personnages en particulier. On sait pas énormément de détails à chaque fois sur le caractère des uns et des autres, on sait les grosses lignes, on sait pas exactement ce qu'ils pensent et c'est ce qui est sympa, c'est parce que du coup ça pousse le lecteur du coup à aller chercher des indices, à aller lire entre les lignes. Pour l'instant je reste assez convaincue par ce premier tome, je suis très contente du coup d'être sortie un petit peu de ma zone de confort et c'est sûr que cet été je vais me faire la série. Je crois qu'il y a 5 tomes, c'est possible qu'il y ait une erreur, je mettrai dans la barre d'infos
combien il y a de tomes. Et le gros avantage c'est que du coup tout est sorti, donc au moins j'ai pas de soucis à me faire d'attendre la suite, ensuite d'oublier ce que j'avais lu avant, du coup de le relire pour ensuite lire la suite. Y a pas à ça. En parlant de relecture, même si je vous en ai déjà parlé, mais je crois que je l'ai jamais mis dans un point lecture, c'est très souvent que je m'aperçois que j'ai oublié de vous chroniquer un livre et que je reviens X temps après, mais donc je vais vous parler du jour où le soleil ne s'est plus levé de Maria Aligno et Nin Gorman chez Albin Michel. Je sais que je vous ai déjà beaucoup parlé de cette série, on va quand même revenir dessus s'il vous plaît. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la nuit où les étoiles se sont éteintes, et ici on va suivre l'histoire de Nate. Vous l'avez compris, Nate est celui qui va un petit peu faire bouger les lignes au personnage de Finn dans le premier tome, et donc là on va suivre un petit peu sa version des faits, son histoire, son cheminement, etc. J'étais un petit peu dubitative au début, sorti il y a combien de temps celui-là, je ne sais plus, 2022, donc il y a 2 ans. Quand je l'ai lu, j'étais un petit peu plus dubitative parce que j'avais un coup de cœur absolument énorme pour la nuit, et souvent ça descend un petit peu comme un soufflet. Au début c'est ce que j'avais peur en lisant celui-ci, c'est un petit peu ce qui est arrivé, mais en le relisant je sais pourquoi, et c'est pour ça que je me disais que c'était intéressant de venir vous en parler. Nate est ce genre de personne assez extraverti qui montre vraiment publiquement quand il va bien, quand il est heureux, il rigole beaucoup, il va vers les autres. C'est aussi un jeune homme qui a subi du harcèlement, qui a subi beaucoup de moqueries et qui traîne quand même dans les couloirs de son lycée un certain mal-être qu'il parvient plus ou moins à cacher derrière ses sourires. Il va chercher du réconfort dans la musique et dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il parle de musique, mais c'est pas une très grosse partie de l'histoire. On sait juste qu'il tient des réseaux sociaux, mais c'est pas tout un livre sur comment il utilise les réseaux sociaux. J'avoue que j'avais un petit peu peur de lire ça. Hormis la musique et les réseaux sociaux, il a aussi un autre passe-temps et c'est aussi son rêve, c'est de devenir acteur. Sauf que c'est quelque chose que son père n'acceptera absolument jamais. De un, c'est pas un avenir fiable pour lui, et puis il y a aussi l'image qui découle de ça et il est pas du tout ouvert. Donc ça il acceptera pas, mais il acceptera pas non plus que Nate aime les garçons. Et donc si vous avez lu le tome 1, je vous spoil rien, mais quand il va rencontrer Finn, ça va bousculer quelques lignes, ça va lui pousser aussi à parler un peu plus de lui, le vrai lui, et j'irai pas plus loin sur son histoire parce que je pense vraiment que ça peut spoiler beaucoup de choses et ce serait dommage. En fait, je pense que si j'ai eu du mal à le lire, c'est parce que je me reconnais à 100% dans ce personnage-là. Et ce qui lui arrive, c'est très difficile, c'est très dur. J'ai pas vécu tout ce qu'il a vécu. Il y a des choses que oui, d'autres non, parce que je ne suis pas concernée. Et je pense qu'en fait, il y a des moments où j'ai dû occulter pendant ma lecture. Et cette fois-ci, quand je l'ai relu, du coup, je crois que c'était pendant le printemps. De toute façon, on est à peine en été, donc oui, c'était pendant le printemps. J'y ai lu vraiment tout autre chose. J'avais l'impression de redécouvrir ce personnage. J'avais un peu l'impression de faire la paix quelque part avec ce personnage. J'étais pas du tout énervée contre lui, mais vu que je le relisais d'une autre manière, j'avais un petit peu l'impression de lui avoir serré la main en mode oui. Par rapport au tome 1, je sais pas combien de temps il y a eu entre l'écriture du tome 1 et l'écriture du tome 2, mais j'ai quand même lu une petite différence dans la plume et c'est ce que j'ai ressenti au tome 3, nettement plus marqué d'ailleurs dans le tome 3, mais je trouvais qu'il y avait cette espèce d'intelligence un petit peu émotionnelle qui a été appliquée tout au long de l'intrigue de l'histoire, et j'ai vraiment ressenti ce truc des sentiments qui était un peu compressé et qu'on te compresse petit à petit le long du tome pour final éclater vers la fin et vraiment te faire ressentir au max de ce que tu peux ressentir avec ce livre. C'est très imagé ce que je dis, pas forcément très compréhensible, mais c'est comme ça que je l'ai vécu et je suis très contente de l'avoir relu. Il y a beaucoup de passages que j'ai aimés. Donc là j'ai la version collector que la maison d'édition Albin Michel m'a gentiment envoyée. C'est vraiment un très très beau livre. Pour le coup, vraiment ça a été bien pensé et ça correspond selon moi bien à l'univers de la saga. Si jamais vous êtes pas fan des collectors, hardback, ce genre de choses, ce que je comprends parce qu'il y a clairement une course à ça, vraiment les éditions brochées sont tout aussi belles, je vais vous les montrer. Graphiquement aussi ça a quand même été bien pensé parce qu'on a quand même des débuts de chapitres soignés, on a, ça paraît peut-être rien, mais ce genre de pages que je trouve très sympa. Et dernier point, c'est surtout la qualité des pages chez Albin Michel que je trouve plutôt sympa. C'est un livre fluffy, vu le prix du collector, si jamais vous avez pas envie, franchement le brochet il est pas négligé, il est tout aussi beau. Ah oui, et la dernière illustration c'est celle-ci. Très sympa. Et sur la jaquette, ils ont fait comme pour le premier tome, du coup ils ont mis des avis de chroniqueurs et chroniqueuses. Ça aussi c'est super sympa. Ensuite, je devais vous en parler normalement il y a un moment, et pareil, il est passé à la trappe. J'ai lu le deuxième tome d'Anatomie Love Story de Dana Schartz, aussi aux éditions Albin Michel, donc c'est le tome 2 de Anatomie Love Story, donc cette histoire que j'ai
beaucoup aimé. Le premier tome du coup ça se passe en 1817 à Édimbourg, on est toujours à Édimbourg dans le second tome. Je vous fais le résumé du 1, hein, pas de soucis niveau spoiler. Hazel est une jeune aristocrate, son avenir est tout tracé, elle va être promise à son cousin, ça c'est une autre affaire. Et donc son rôle en tant que femme dans les années 1800, c'est de tenir son rôle de femme et d'épouse. Hazel est une passionnée de médecine, donc vous vous doutez bien que ça va pas aller avec la chose, et c'est plus que passionnée, elle veut en savoir plus sur la médecine, elle veut pratiquer, et donc ça va bien au-delà de son rôle de femme mariée à son cousin qui doit se taire. Évidemment. Elle va faire la rencontre du personnage de Jack. Jack déterre des cadavres afin de mieux comprendre l'anatomie du corps humain. Il fait ça pour le compte de l'université, là où il étudie. Ça va grandement l'inspirer et elle va tenter de suivre les pas de Jack, voire carrément de le devancer. Donc ce second tome, Immortality, s'arrête vraiment exactement là où on a fini sur le premier tome. Il n'y a pas d'ellipse, il s'est pas passé un voyage de je ne sais pas quoi à ce moment-là. On va savoir pourquoi Immortality dans ce tome. Hazel, fidèle à elle-même, elle continue à défier les codes, à défier les normes, les règles de la société. Par rapport au tome 1, même si c'était genre un coup de cœur, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai adoré donc le premier tome, ce second tome est quasiment à la même chose près, à la même hauteur. Je note quand même qu'au niveau des personnages secondaires, on a quelque chose de plus dense, on a plus de passages avec eux, ils sont plus construits, c'est beaucoup plus détaillé pour eux. Je note quand même qu'il y avait quand même certains moyens scénaristiques, certaines facilités que j'avais pour une fois vachement deviné à l'avance, et du coup vu que je m'y attendais et que ça mettait un certain temps à se mettre en place, c'était peut-être ces moments-là de longueur parce que du coup j'avais deviné qui ont fait que c'était peut-être un peu moins bon pour moi, notamment par rapport à ces histoires de maladies mystérieuses. Ce qui est bien pour le coup, c'est que pour moi c'est un vrai young adulte, on peut vraiment le lire à partir de 13 ans, sauf si j'ai occulté un passage sans souci. Et malgré quand même ces petites réflexions, ces choses qui ont fait que j'avais quand même deviné vachement en amont, on est quand même sur un très bon tome. Il y a presque le même rythme que le tome 1, qui pousse à réfléchir sur la société et les conditions des femmes, mais pas que. J'ai pris plaisir vraiment à lire cette duologie avec un univers captivant et vraiment pour le coup qui m'a vraiment fait sortir de mes lectures, dans le sens où pour moi ça fait partie des romans young adultes les plus originaux que j'ai pu lire récemment. Le prochain que j'ai à vous présenter, c'est pas du tout du young adulte, c'est une romance new adulte, The American Roommate Experiment de Elena Armas, qui a été publiée aux éditions J'ai lu. The American Roommate fait suite dans le sens où c'est des personnages qui se connaissent, qui ont des liens entre eux, avec The Spanish Love Deception que j'avais lu à peu près pareil à la même période l'année dernière, quoique c'est peut-être finalement l'année d'avant. Dans cette romance, on va suivre le personnage de Rosie. Rosie est la meilleure amie du personnage principal de The Spanish Love, dont j'ai déjà oublié le prénom. Rosie se retrouve à un moment de galère où d'autres galères se compilent, ça commence à être beaucoup. En gros, elle était ingénieure, elle a décidé de lâcher son job pour pouvoir vivre une toute autre carrière qui est une carrière d'autrice. Elle a déjà publié un premier livre qui a été un best-seller et elle a signé pour un second. Elle avait quand même un salaire très confortable avant, elle vivait dans son appart à New York, elle avait de quoi le payer, etc. Il va lui arriver une première galère, c'est que son plafond va s'effondrer. Pas pratique. Niveau sécurité, c'est pas ouf, et elle est pile au moment où elle n'arrive à écrire rien du tout, enfin j'allais dire elle arrive à écrire quelque chose, non. Elle a vraiment le syndrome de la page blanche. Quand son plafond va s'effondrer, elle va prendre les clés de l'appart de sa meilleure pote qui s'est barrée en lune de miel, elle va y aller et en fait elle va tomber sur une autre personne qui est le cousin de la nana qui est partie en lune de miel avec son mari. J'avoue que la rencontre pour le coup m'a bien fait rire, mais passer cette rencontre, c'était compliqué. Autant The Spanish Love Deception, c'est très cliché, il y a beaucoup de moments où tu lèves les yeux au ciel. Je sais pas dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là, ce qui fait que ça a bien fonctionné et que du coup tout était du second degré pour moi. J'ai vraiment passé une lecture feel good comme je l'attendais. Ici je pensais vraiment avoir le même effet, j'ai juste levé les yeux au ciel et je me suis juste agacée, et en fait c'est ce qui a fait que le livre pour moi était long à lire, alors que pour une romance, pas le plus gros, bon on va croire qu'il est très épais mais il est pas très grand, il n'est pas écrit excessivement petit, enfin vous voyez comment il est présenté, mais j'ai connu pire en termes de romance, en termes de longueur. Mais là, j'ai vraiment ressenti ça du début à la fin. Enfin, passer la première rencontre qui est vachement rigolote. Après, il y avait du cliché qui était des fois juste pas trop à sa place. Il y avait beaucoup de détails qui étaient dits sur ce Lucas par rapport au fait qu'il soit espagnol, qui m'ont un peu dérangé. Je sais pas si c'est un peu faussé parce que même si j'ai une partie de ma famille qui vit en Espagne, j'ai quasiment pas de lien avec eux, je ne pratique pas du tout l'espagnol, hormis mes tantes et ma mère, j'ai pas plus de lien que ça. Mais ça m'a quand même suffi à trouver qu'il y avait des moments qui étaient un peu lourds. Donc c'est peut-être moi là qui réfléchis pas de la bonne manière. Il y avait aussi une fameuse scène, dites-moi, vous le lisez, vous me
vous revenez ensuite sous la vidéo, vous me remettez en commentaire, où ils sont tous les deux, donc ils ont commencé à se rapprocher. Ah oui, non, j'ai oublié un détail. Mais quel gros détail. Cette fameuse expérience qu'ils doivent vivre ensemble, ça arrive au bout de 150-200 pages, donc ils se sont déjà côtoyés pendant un certain temps, ils se connaissent déjà un petit peu, ils ont fait connaissance, voilà, tout ça, c'est bon, c'est installé. Et c'est que après cette longue rencontre où ils apprennent à se connaître, que du coup, le titre, on comprend pourquoi il est là, enfin, sans spoiler, c'est compliqué de pas spoiler. Et du coup, quand je suis arrivée à ce moment-là, que j'ai capté au nombre de pages que j'étais, je me suis dit, ah non, c'est censé commencer là maintenant là. Ça fait beaucoup. Pareil pour le personnage de Lucas. En gros, c'est un personnage qui apparemment ne capte jamais quand il drague. Apparemment, on n'a pas compris qu'il lui faisait du rentre-dedans depuis le début. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu m'étonnes qu'elle tourne en bourrique. On nous dit qu'on est sur un snowburn. Effectivement, la conclusion arrive tard. J'avais même plus besoin qu'il conclue quoi. Et donc, ce que je disais, il y a une fameuse scène où ils sont tous les deux, mais pas tellement tous les deux. Il y a une phrase qu'elle dit, ça m'a juste perturbée. À quel moment c'est utile dans l'histoire? Bon, vous avez compris, c'est pas une superbe lecture. J'aime toujours ce côté chill dans ce type de roman, ce côté sans prise de tête, etc. Mais alors là, j'étais juste en train de m'énerver au fur et à mesure et j'arrivais pas vraiment à me détendre, à me dire c'est du second degré, tu vas passer un bon moment. Vraiment, juste ça m'a... Je suis désolée. J'ai pas du tout kiffé. Ensuite, j'ai lu le tome 2 du cycle des secrets de Manon Fargeton aux éditions Gallimard. J'avais lu le premier tome en octobre dernier, je crois, et donc là c'est le deuxième tome et un tome 3 est attendu. Pour le résumé du tome 1, nous sommes donc à la cité d'Aletia qui est en plein conflit avec son propre voisin, enfin avec l'empire voisin. Le personnage le plus important de cette histoire, enfin l'un des personnages et celui qu'on va suivre principalement est le personnage de Laura qui appartient au clan des marins. Au début du premier tome, on a un personnage qui tente un petit peu de trouver sa place, qui essaye de jouer des coups, de comprendre un petit peu les complots politiques qui se passent autour d'elle et malgré elle, on va dire. Il y en a un autre qui prend de plus en plus d'ampleur et c'est par rapport aux magiciens. La plus ambitieuse de ces magiciens, c'est Equinox. Equinox a reçu ses pouvoirs magiques par un masque comme ceci. Là on le sait vraiment, c'est au tout début dans le prologue, on débarque en fait avec Equinox et ensuite on va démarrer l'histoire avec Laura. C'est un masque qui est très très vieux, qui date de millénaires et en fait en le touchant elle va avoir du coup les pouvoirs qui lui sont donnés par ce masque. Mais aussi elle peut se nourrir du secret de ses victimes. En fait au plus le secret d'une victime est gros, etc., au plus ça donne d'importance magique aux magiciens. Equinox va partir à la rencontre de Laura et va lui révéler un très très gros secret. Mais par contre, ce que je note en termes de différence, c'est comment on rentre dans l'intrigue et comment l'auteur nous amène au fur et à mesure de toutes ces petites intrigues, puisqu'il n'y en a pas réellement qu'une seule. Ce qui se passe autour des géants, ce qui se passe autour des magiciens, du masque, de Laura et d'Equinox, on va suivre tout ça petit à petit. Et dans le tome 1, en fait, donc on a tout ce début avec Equinox, avec comment se passe la découverte du masque, etc. Et ensuite, on passe au personnage de Laura. Et cette transition-là, je l'ai pas bien lue dans le sens où j'ai mis du coup plus de temps à rentrer dans le tome 1 pour bien avoir saisi tout ce qui se passait dans l'histoire et j'ai pas eu ça dans le tome 2. Est-ce que c'était parce que du coup je maîtrisais mieux le sujet, je maîtrisais mieux l'histoire, je connaissais mieux les personnages? Peut-être. J'ai remarqué que ce tome 2 démarrait vachement mieux que le premier, ça c'est mon avis personnel. On a un petit peu plus de choses, alors ça reste encore léger parce que c'est des genre personnages secondaires mais secondaires, comme le personnage de Cléo, donc c'est une princesse dans l'histoire. Ce qui change par rapport aux autres histoires et aux autres systèmes de magie que j'ai pu lire, c'est vraiment ce lien entre les secrets, les personnes et ce masque là. Donc vous avez compris du coup d'un point de vue intrigue, je trouve que ça détrône vraiment le tome 1. Il y a juste une scène vers la fin où j'ai pas nécessairement compris pourquoi c'était là. Pour moi on est vraiment sur un livre young adulte, voire un chouille en dessous et cette scène là du coup n'est pas pour moi hyper raccord avec ce tome 1. C'est pas non plus un truc omniprésent mais j'ai quand même noté ça. Le tome 2 est beaucoup plus du coup détaillé de 1 par rapport au système de magie comme je l'ai déjà dit. Le côté mystique est accentué dans le sens où on a encore plus de questions, on a eu une partie des réponses mais pas encore et la transition avec ce tome 3 se fait très très bien. J'espère par contre qu'on va pas trop attendre pour avoir la suite. C'est toujours moi le clan, enfin ce fameux, on dit pas clan mais ces géants qui me font poser énormément de questions. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à l'origine, enfin je vais spoiler encore donc je ne dis pas. Pour conclure cet avis lecture très brouillon sur ce tome 2, les géants me font poser beaucoup de questions et j'ai plus apprécié comment a été construit
que ce tome 2 que l'était le tome 1. Ensuite, dans les livres que j'avais oubliés, il y a Un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer, publié aux éditions Rajo. On est donc sur le 3e tome de la série Cursed Breakers, qu'on a lu du coup en lecture commune sur le Discord. Et quelle lecture commune! Le tome 1, on était vraiment sur quasiment un sans faute pour moi. Ça reprend le mythe de La Belle et la Bête, et dès la fin du tome 1, on s'en éloigne encore plus sur le tome 2 et encore plus sur le tome 3. Si jamais vous m'avez pas encore entendu parler de ce livre, c'est pareil, on va faire le résumé du tome 1. On a Harper qui est dans la ville de Washington, elle a à ce moment-là 17-18 ans, et elle va être témoin d'une tentative d'enlèvement. Elle va s'interposer et du coup, le gars va décider de la kidnapper elle. C'est un bon début. Et d'un coup d'un seul, Harper va être propulsée par une baguette magique dans un monde qui semble figé dans un automne éternel. Elle y découvre là-bas un château, mais vraiment le château de contes de fées, une cuisine enchantée, des orchestres sans musiciens, un prince énigmatique, beau, charmant, etc. Mais évidemment, je l'ai dit, le mythe de La Belle et la Bête, c'est un prince maudit. Le prince Ren cherche à se débarrasser d'une bête sanguinaire, cherche aussi à briser cette malédiction avec l'aide du coup de Harper, et en gros, il ordonne à son commandant Grey de chaque automne... Non, c'est un automne éternel. C'est quand qu'il lui demande ça? Je pense que c'est chaque année. Il lui demande d'enlever une jeune femme. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout au premier enlèvement. Il y a eu donc avant Harper une multitude de femmes qui n'ont pas succombé au charme du prince. Et comme dans La Belle et la Bête, le prince doit aimer une femme pour que la malédiction soit levée. Mais du coup, qu'est-ce que j'en pense de ce tome 3? Le tome 1, donc comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment frôlé le coup de cœur. C'était très addictif. Ça se lisait vraiment très vite. Le tome 2, c'était un petit peu plus en demi-teinte. J'étais frustrée parce qu'on ne suivait plus vraiment les personnages qu'on suivait au début, donc ce sont des chapitres d'un point de vue alterné. On avait de nouveaux personnages, dont une que je ne pouvais pas me piffrer. Le tome 3, ça se résout parce qu'on revient un petit peu plus au perso qu'on a eu dans le tome 1. La nana est toujours présente, donc ça m'énerve toujours autant. Donc en gros, dans le tome 3, on a Ren, Grey, Harper et Liamara. I don't like Liamara. Le fait qu'il y ait ces 4 personnages, ça crée 2 duos. Ça crée une dynamique bizarre parce que ces 2 duos ne veulent pas la guerre, pourtant guerre il va y avoir. Ils s'apprécient tous malgré leurs faiblesses, malgré leurs désaccords, alors qu'en fait il y a qu'une seule personne qui est derrière tout ça. Ils savent tous qui c'est, et au lieu de s'unir, j'ai pas compris ce choix là de continuer à scinder ces personnages. J'ai pas réussi à saisir vraiment quelle était la ténacité de cet orgueil mal placé, cette confiance qu'ils n'arrivent plus à avoir les uns envers les autres, alors qu'il y a des moments clairement où on te fait comprendre que si, je te fais quand même confiance. Mais jusqu'à où du coup? Pour le coup, j'ai pas forcément apprécié le fait qu'il y ait ces 2 romances là. Pour moi, il y avait un personnage qui était en trop, je vous laisse deviner lequel. Vous l'avez dit, vous l'avez pensé, je suis sûre. Le truc que j'ai le plus apprécié, c'est voir l'évolution du personnage de Grey et du personnage de Ren, et je pense que ça aurait été mieux de se focus sur ces 2 personnages, et peut-être que ça aurait été plus poussé, je dirais pas plus travaillé parce que je peux pas dire du tout que c'est une histoire bâclée, loin de là. C'est une histoire qui est vraiment très bonne, mais j'aurais préféré qu'on se concentre sur ces 2. La fin, c'est pas le type de fin que je préfère le plus, ça me semble quand même une fin assez définitive. Il y a une autre histoire qui est sortie, qui est Défier la nuit, de l'autrice, qui a été publiée dans la même maison d'édition. Je crois pas qu'il y ait vraiment de lien avec cette saga, je vais pas épiloguer plus longtemps. C'est quand même une saga que j'ai bien appréciée, mais le tome 3 remet quand même beaucoup de choses en question, dans le sens où cette dynamique qu'il y avait dans les personnages là, que j'avais déjà un peu reproché dans le tome 2, je l'ai encore retrouvée, peut-être moins, mais du coup ça m'a pas donné ce que j'attendais par rapport aux personnages de Grey et de Ren. Le tout dernier livre de ce point lecture, c'est The Way I Used to Be de Amber Smith, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'attendais énormément de lire ce livre, pareil, j'étais pas encore revenue dessus. Trigger warning, ce livre contient beaucoup de trigger warning, beaucoup de violence physique ainsi que d'abus sexuels. Alors je dis beaucoup, mais c'est que ça traite de ça. On a Eddie, qui est une jeune fille, une jeune femme, qui jusqu'à présent vit une vie plutôt sympathique d'une jeune fille, quoi, enfin rien à signaler, et une nuit tout va basculer parce que le meilleur ami de son frère va s'introduire dans sa chambre et ne va pas du tout lui demander son consentement. À partir de ce moment-là, elle va devenir mutique, elle va plus parler, alors elle va parler à ses proches etc, mais plus comme elle le faisait avant, elle va plus se confier même à sa meilleure amie, à ses parents etc, elle ne dit plus rien, elle était très proche de son frère, c'est pareil, elle ne lui parle plus suite à ça, et ça va commencer à un petit peu gangréner, ça va commencer un petit peu à pourrir,
et elle va avoir besoin de s'exprimer du traumatisme qu'elle a vécu. Quand j'ai lu le début démarre forcément très fort comme j'ai pu vous le faire avec le résumé. Une fois qu'on passe ce moment-là, j'attendais de voir jusqu'à où en fait je pouvais être tenue par l'autrice avec les émotions. Est-ce que ce sera aussi fort? Est-ce que ce sera aussi douloureux? La réponse est oui. C'était pas un livre facile à lire, c'était quelque chose de douloureux. J'ai beaucoup compris le raisonnement d'Eddie, j'ai beaucoup compris pourquoi elle ne disait rien, j'ai compris ce qu'elle reprochait à ses proches, etc. Et du coup, j'ai fait l'impression d'enrager avec elle. En ce sens, je pense qu'on peut dire que l'autrice a bien fait son roman, a bien écrit. Je sais que sur la couverture, il y a écrit un roman bouleversant et nécessaire devenu un phénomène TikTok. Nécessaire, oui. Phénomène TikTok, ça j'avoue, je sais pas, j'ai pas suivi, mais si jamais vous êtes réticent à ça, vous fiez pas à ça. Parce que la qualité pour moi est là. Je pense que le choix d'Amber Smith de mettre cette scène là au début, c'était peut-être, c'est ce que j'ai compris, pour faire de ce livre un livre d'avertissement, pour expliquer toutes les conséquences qu'il y a derrière, parce qu'on va la suivre sur les 4 années qui suivent du coup ce moment-là. Au début on démarre quand elle est en 3e et puis elle arrive jusqu'à la terminale. Et la descente aux enfers d'Eddie est assez vertigineuse, je ne vois pas d'autres termes, j'avais vraiment la sensation de sauter avec elle dans un vide qui n'avait pas de fin. Ses camarades de lycée vont se déchaîner sur elle parce que du coup elle va faire des choix qui ne lui ressemblent pas, qui semblent aller à l'extrême, etc., qui ne correspondent pas à la Eddie qu'ils connaissent, et il y a tout un harcèlement qui va se mettre autour d'elle, comme si c'était ça qu'il lui fallait. Ils ne comprennent pas, certains s'en servent pour un petit peu se défouler. On vous voit les harceleurs, on sait, je connais le système en fait. Et Eddie se retrouve à un moment en fait où elle est comme empêchée de parler. Ce criminel, c'est le meilleur ami de son frère qui porte son meilleur ami, mais comme limite si c'était son frère quoi. Et c'est compliqué d'annoncer ça, je pense. Et c'est difficile pour elle à ce moment-là de défaire cette image, et est-ce qu'il va la croire? C'est terrible quand elle dit ça. Vraiment, ça fait mal au cœur. Puis en plus, ce fameux meilleur ami, il a grandi avec eux. Il habite pas dans cette maison familiale, mais il connaît cette maison, il est comme chez lui. On traverse du coup avec elle toute cette spirale infernale qui te donne mal au cœur, jusqu'à arriver au dénouement. Je peux pas te dire que t'es forcément heureux parce que tu sais toutes les étapes qu'elle a dû traverser avant. L'autrice, pour le coup, ne nous ménage pas du tout. Et ne ménage pas du tout son personnage. Mais j'ai vu que c'est pas vraiment une suite. Enfin, je crois pas. En tout cas, un autre livre de cette autrice est attendu, c'est un peu la même couve et tout, donc je pense que c'est un lien de toute façon. C'est le genre de livre coup de poing qu'il faut vraiment montrer, en parler, etc. L'autrice a une autre parution prévue qui va être traduite chez Gallimard pour la rentrée, je crois. J'ai vraiment très hâte de le lire parce que pour le coup, je suis complètement séduite par la plume de l'autrice. Voilà, j'en ai enfin terminé avec ce gros point lecture. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez pu tout suivre parce que je crois que la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à checker la barre de description avec toutes les infos que j'ai pu un peu mettre dans cette vidéo. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite de très belles lectures et nous on se dit à une prochaine et n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ces livres.